Vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail, et j'ai le plaisir de recevoir Thibault Lafont pour son ouvrage PME et si elle nous sauvait, une voie pour réconcilier progrès social et prospérité économique. C'est disponible aux éditions de l'Aube. Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez passé plusieurs années à accompagner des dirigeants de PME partout en France. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces années et nous dire ce qui vous a donné envie d'en faire un livre ? Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'univers des grands groupes. J'ai passé 10 ans à conseiller des boîtes plutôt du CAC 40. Et en 2020, j'ai basculé chez BPI France pour accompagner des TPE, PME partout sur le territoire. Donc, j'ai découvert ce nouveau format d'entreprise et j'ai été frappé, en fait, par l'écart entre ce que j'observais, leur impact sur notre tissu économique et social et, on va dire, le poids qu'ils avaient dans le débat public. Et donc, j'ai eu envie de leur rendre hommage, j'ai envie de raconter ces histoires, de les mettre sur le devant de la scène, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais écrire un livre. Et puis, dans une période qu'est la nôtre, je me suis dit qu'on avait besoin aussi d'exemples, de modèles qui fonctionnent et qui rassemblent. Et donc, je me suis dit que ça pouvait servir à ça aussi. Alors, puisque vous évoquez ce décalage entre ce que vous observiez et ce qui est dit dans le débat public, comment est-ce qu'on explique cette relative méconnaissance sur le sujet des PME ? Honnêtement, je trouve ça difficile à expliquer parce que quand on parle des PME, c'est la moitié des emplois, 99% des entreprises, 2/3 de la valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est assez compliqué de comprendre pourquoi on n'en parle pas. Pour autant, si j'essaye de répondre à votre question, je dirais que il y a eu plusieurs temps dans l'histoire. Le premier, c'est le temps, on va dire, des années 80-90, où on est rentré dans une phase très capitalisme financier, les capitaines d'industrie, les grandes structures, et donc on s'est centré sur les grosses entreprises et un peu nos fleurons à l'international. Évidemment, PME, plus petits enjeux, à l'arrière-plan, on va dire, de ces grosses structures, de ces champions. Et puis il y a eu un autre temps, le temps des années 2010 et 2020, le temps des startups, où là, on a vu apparaître ces nouveaux modèles d'entreprise qui sont censés transformer nos vies par la technologie, etc. Cristallisés en 2017 par le projet d'Emmanuel Macron de faire de la France une startup nation. Et j'ai envie de dire que d'un coup, on s'est mis à reparler des petites entreprises et des entrepreneurs, et on a parlé que de la tête d'épingle que sont ces entreprises technologiques. Et en fait, j'ai l'impression que ces startups, en parlant de ces startups, on a voulu inconsciemment, mais ça a ringardisé un peu les PME, des entreprises industrielles qui fabriquent des produits tangibles dans les territoires, comme si ça avait moins de valeur que quelqu'un qui invente un nouveau logiciel, un nouveau SaaS pour révolutionner les usages. Alors, votre livre montre bien que les PME ne sont pas seulement des acteurs économiques, sont aussi des acteurs sociaux très importants et surtout très ancrés localement. Quel peut être l'apport des PME pour les territoires ? Je vais répondre à votre question, mais votre question me fait aussi lever une réponse à votre question précédente. Les grosses entreprises et les startups, elles sont pour la majorité d'entre elles à Paris. Et donc, il y a une partie des médias aussi qui sont à Paris. Et donc, en fait, le fait que les PME soient éclatées partout dans les territoires, elles sont moins, on va dire, au centre des choses. Et donc, je pense que ça explique aussi leur visibilité. D'ailleurs, quand on regarde la PQR, la presse quotidienne régionale, on parle beaucoup plus des PME que dans la presse parisienne. Je referme cette parenthèse et réponds à votre question sur leur impact sur les territoires. Une PME, elle vit dans son territoire, elle le façonne, et en fait, son destin, il est complètement lié au destin de son territoire. C'est pas le cas d'une grande entreprise qui va avoir un siège quelque part et puis qui va installer des usines un peu partout dans le pays. Et donc, à partir de là, les dirigeants, ils vont avoir cette volonté de créer du lien avec le territoire, et ça passe par plein de choses différentes. Ça peut être du sponsoring d'associations, ça peut être organiser des visites d'entreprises pour des écoles. Tout ce qui va permettre de contribuer au dynamisme du territoire va être poussé par ces chefs d'entreprise. Et puis de manière très concrète, elle crée de l'emploi. Ouais. Et vous insistez aussi sur le fait que ces entreprises, à propos de ces enjeux sociaux, elles sont parfois contraintes de les intégrer. Vous allez même jusqu'à dire qu'elles sont condamnées à la vertu. Est-ce qu'on peut revenir sur cette expression et sur ce qu'elle renferme ?
Je raconte souvent cette anecdote. Je suis une de mes premières missions auprès d'un dirigeant de PME. Je suis en région toulousaine et le dirigeant me fait visiter son usine. C'est une boîte industrielle. Je le vois appeler par leur prénom tous les salariés de l'entreprise. Il pose des questions, il demande des nouvelles de la famille, etc. Moi, juste avant, je suis dans une grande banque, pas la même ambiance. Et donc, voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces entreprises-là, le lien humain, il n'est pas optionnel. Parce qu'en fait, les difficultés de recrutement, elles sont énormes. 82% des entreprises ont du mal à recruter. Et donc, considérer l'humain, le mettre au cœur de ses pratiques, c'est pas optionnel. Et du coup, ça crée dans ces entreprises-là un modèle de management, un modèle de fonctionnement qui n'est pas forcément pensé, mais qui résulte sur quelque chose de très humain, où on considère, je trouve, beaucoup plus les employés que dans des structures plus grandes. Et preuve en est, en moyenne, sur toutes les entreprises, 70% d'entre elles ont du mal à fidéliser leurs salariés. Dans les PME, on tombe à 40%. Parce que justement, il y a cette conscience des difficultés, Exactement. une approche pragmatique finalement. Je vais lire un extrait de l'ouvrage si vous voulez bien. L'enjeu majeur des prochaines années réside dans notre capacité à faire face à la crise climatique, notamment en conciliant prospérité économique et sociale et transition écologique. En aucun cas, le propos ne sera ici d'analyser ou de comparer l'impact des uns et des autres face à un tel enjeu. Toute division serait suicidaire. L'idée est plutôt de montrer comment, sur ce sujet qui est central, les PME ont un rôle majeur à jouer. Alors, pourquoi est-ce que les PME ont un rôle majeur à jouer et qu'est-ce qu'elles font pour faire face à la crise climatique? Les PME, je le disais, elles représentent 99% des entreprises. Donc c'est pas 99% des émissions, hein, c'est deux choses différentes, mais elles représentent 99% des entreprises. Donc si les PME s'emparent de cette question-là, si elles sont les pionnières dans la transformation écologique, elles peuvent créer un mouvement de masse. Ensuite, pourquoi elles sont centrales? Déjà parce que pour elles, la hauteur de marche est moins haute de facto qu'un grand groupe. C'est plus petit, donc c'est plus facile à transformer, et donc on peut changer ses pratiques. Mais je pense que si les PME sont centrales sur cette question, c'est pas tant par ce qu'elles font, mais plutôt par ce qu'elles sont. C'est-à-dire que quand on prend une grande entreprise quelque part sur un territoire, elle va façonner le territoire parce qu'elle va être majeure. Les PME, c'est, on va dire, plein de petites entreprises partout en écosystème. Ce qui fait qu'elles ont une certaine forme de robustesse. Et là, j'en viens aux travaux d'un biologiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Amand et que je cite dans le livre, qui explique la différence entre la robustesse et la performance. Alors, je ne vais pas expliquer toute sa théorie, mais pour faire simple et en essayant de respecter au maximum ses propos, son analyse, c'est de dire notre système économique a essayé d'être le plus performant possible avec le lean, etc., et de faire en sorte qu'on réduise les coûts, les temps, les process au maximum pour augmenter l'efficacité. On a créé beaucoup de performance avec ça, mais on a perdu en robustesse. La robustesse, c'est quoi? C'est de dire, quand un grain de sable vient dans le rouage, comment on est capable de résister et capable de continuer à avoir une certaine forme de ténacité, de résilience dans le temps. L'exemple le plus marquant récemment, c'est le Covid. Le Covid est venu, on a commencé à fermer, etc. Gros grain de sable dans les rouages, et là on a vu les pénuries, etc. La guerre en Ukraine, toutes les crises qui nous ont montré ça. Et les PME, dans ce qu'elles sont, elles peuvent pas forcément avoir ces systèmes ultra optimisés, etc. Elles ont un peu plus de marge de manœuvre, que ce soit du stock, de la relation fournisseur à proximité, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'optimiser. Et du coup, paradoxalement, elles en deviennent plus robustes. Et donc, potentiellement, dans un monde où les crises s'enchaînent, elles sont un modèle qui permet de résister davantage aux crises et d'être plus robustes. Vous battez en brèche aussi plusieurs clichés, notamment celui du patron de PME, riche, déconnecté. Pourquoi est-ce que ces représentations, elles persistent malgré toute la réalité que vous décrivez? C'est une très bonne question et c'est clairement un des objectifs de ce livre, c'est d'essayer de casser l'amalgame et de casser l'idée que le patron est un ensemble homogène. Pourquoi est-ce que ça persiste? J'en sais rien. C'est surtout que c'est quelque chose de très français, hein, cette image du patron. Pourquoi, quand on pense patron, on pense Bernard Arnault, enfin, j'ai rien contre Bernard Arnault, mais on pense grand patron du CAC 40, rémunération énorme, etc. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décalage entre l'imaginaire qu'on peut convoquer quand on dit les patrons et le niveau de confiance des Français dans les PME.
ça m'interroge. 80% des Français ont confiance dans les PME, donc quelque part, ils ne doivent pas détester les patrons tant que ça. Ensuite, sur on va dire l'homogénéité des patrons et les enjeux de casser ces amalgames-là, je pense que c'est complètement fondamental, parce qu'aujourd'hui, que ce soit d'un côté ceux qui pourraient considérer que tous les chefs d'entreprise sont pour plus de libéralisme, détruire toutes les normes, etc., pour laisser l'économie faire seule son ouvrage, se trompent, c'est pas la ligne de tous les patrons. Et à l'inverse, ceux qui pensent qu'on peut faire le progrès social sans travailler avec les entreprises, on faut aussi. Et donc en fait, ce livre, c'est un peu un appel à la nuance, au compromis, et à faire en sorte de mettre autour de la table toutes les bonnes volontés pour construire un projet de société qui soit cohérent et qui réponde aux besoins des Français. Et alors justement, ce que votre livre essaye de combler, c'est une question de représentation. Est-ce que là, il n'y aurait pas, par exemple, un rôle de la fiction, par exemple parce que souvent, on voit quand même plutôt des grands patrons, de grandes entreprises. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont assez représentés? En tout cas, dans l'imaginaire commun, c'est vrai qu'on a très souvent l'image du petit patron. Clairement, moi, j'ai pas d'ouvrage de référence qui me fait penser à une mise en situation de patron. Il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt souvent dans des narratifs négatifs, des entreprises qui ferment, des territoires en difficulté, etc. Et je pense qu'en effet, ce serait assez important de les remettre en lumière. Il y a un point très intéressant qui concerne le recrutement, qu'on a un petit peu évoqué. Là aussi, vous montrez que les PME sont un levier considérable en matière d'égalité des chances. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Je le disais tout à l'heure, difficulté de recrutement. Quand on est un grand siège à Paris, on peut se permettre de trier les CV, les diplômes, l'entretien, etc. Quand on est une PME dans une région, dans une ville à 1h30 de Saint-Étienne, où il n'y a pas d'accès en train, etc., et qu'on veut recruter, on a moins le luxe de trier les CV, etc. Et donc, on va moins recruter sur des diplômes, des expériences, etc. On va recruter sur une envie, une motivation à rejoindre l'entreprise. Et ensuite, on va trouver une place, on va former, on va accompagner, etc. Et donc, ça crée des parcours de carrière assez exceptionnels. Moi, le nombre de cas que j'ai vus, personnes qui sont rentrées à un rôle très opérationnel et qui ont fini à des postes de direction, il y en a plein. Parce qu'en fait, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a de disponible. Et ça, c'est quelque chose d'assez formidable. Il y a une entreprise que j'aime beaucoup dans le 93 à Romainville. C'est 3 amis qui ont monté une boîte industrielle qui crée les enseignes pour les magasins. Ils sont partis avec leur réseau, leur famille, leurs amis. Personne n'avait les compétences requises, qualifiées, etc. Et pour autant, ils ont créé une boîte exceptionnelle avec une culture d'entreprise formidable et qui est très, très performante. Et alors, ces fameux profils atypiques, entre guillemets, est-ce qu'ensuite, ils ont tendance un peu à bouger ou c'est aussi le rattachement au territoire qui fait qu'ils grimpent petit à petit les échelons de ces entreprises? En bref, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de mobilité, en fait? Je sais pas. Alors, mobilité géographique ou dans l'entreprise? Oui, c'est ça. Alors, géographique, oui, il y a un sujet de mobilité, mais je pense que la question, elle est d'abord sur est-ce que je suis bien dans mon boulot ou pas. J'ai rencontré plein de salariés, on discutait, ça faisait 20, 30 ans qu'ils étaient là. La seule perspective pour eux de départ, c'est la retraite. Il n'est pas question de bouger parce qu'en fait, ils sont dans une famille et cette expression qu'on dit, c'est une entreprise familiale. Dans les PME, c'est souvent vrai, c'est des entreprises familiales. Il y a membres de la famille qui sont au comité de direction, pas forcément des postes de direction, etc. Et donc, il y a une vraie ambiance collective et les gens s'y sentent bien. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de mobilité, entre guillemets, de l'Île-de-France vers les territoires? Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Pourquoi on n'a pas plus de profils qui sont intéressés par ces territoires? Ça, c'est une vraie question. On a eu, après le Covid, il y a eu toute la question, on va avoir un énorme exode rural, etc. Bon, on a vu que ça ne s'était pas passé, mais on a quand même observé qu'une tendance qui était déjà à l'œuvre avant le Covid, c'était une tendance de mouvement de grandes métropoles vers des villes de taille moyenne. C'est ça, comme des villes comme Vannes, par exemple, qui ont un essor assez important. Donc, il y a quand même ça, il y a quand même ce souhait-là, et moi, je me rappelle d'une personne que j'ai interviewée dans le cadre d'une de mes missions, Franck, qui à la base est dans un grand groupe parisien,
est parti avec la formule « je télétravaille 2 jours par semaine et je fais des allers-retours ». Au bout de 2 ans, faire les allers-retours, c'est bon, c'est fatigant. Et donc, il a cherché un boulot dans la région. Et finalement, il a trouvé ça dans une PME agroalimentaire du coin. Donc, c'est un schéma de ce que vous décrivez. Maintenant, est-ce que ça va se renforcer? Je l'espère, et c'est une vraie question. Pour autant, il y a aussi des choses que j'observe qui sont des indices de l'attrait des jeunes générations vers les PME. J'ai un étudiant de l'EM Lyon qui m'a contacté pour me dire « Thibaut, je sais que tu connais bien les PME. Moi, je voudrais monter un système, un outil pour mettre en relation les étudiants de mon école avec les PME de ton réseau, parce qu'en fait, il y en a plein qui veulent aller dans des PME. » Et je trouvais ça génial, parce qu'il y a encore quelques années, le Graal, c'était le conseil, la finance, les grosses structures. Puis on a eu, il faut absolument aller en start-up parce que c'est exceptionnel. Et là, de voir des jeunes diplômés qui ont envie d'aller dans des PME, moi, je me dis que c'est très, très bon augure pour la suite. Et l'impact de ces crises, quel effet ça peut avoir sur ce mouvement-là? Est-ce que ça les ralentit, par exemple? Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais avec la crise au Moyen-Orient, est-ce que là, ça a eu un effet sur cette volonté des nouvelles générations? Est-ce qu'on se dit que c'est en période de risque, finalement, c'est pas plus prudent de rester dans des bassins d'emploi Je sais pas. Tout est une question de l'appréhension du risque. Est-ce que c'est plus risqué d'être salarié dans une PME en région bordelaise que d'être salarié d'un grand groupe parisien et basé à Paris? Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit plus risqué que d'autres. Et je sais pas, honnêtement, je saurais pas vous dire quelle analyse font les jeunes aujourd'hui, mais je suis pas sûr que... Et je pense que surtout, dans ce qui détermine les souhaits de carrière de nos jeunes générations, c'est plutôt la question du sens et du pourquoi on bosse que forcément le regard tout de suite du risque et de qu'est-ce que je vais perdre mon emploi demain, et notamment quand on voit les vagues de licenciements dans les grands groupes. Encore un chiffre, désolé, mais entre 2008 et 2020, il y a une analyse qui a été faite sur les créations nettes d'emplois. Les PME et ETI, en moyenne globalisée, ont créé 45 000 emplois nets par an. Pendant ce même temps, les grands groupes, les multinationales, en détruisaient 40 000. Donc le risque, je vous laisse faire la part des choses. J'aimerais revenir sur un petit point de méthodologie par rapport à l'ouvrage. Il est nourri de beaucoup de témoignages de terrain sur lesquels vous insistez beaucoup. Est-ce que c'était un choix préalable ou c'est quelque chose qui s'est imposé? Ce sont des témoignages que vous avez récoltés pendant vos années d'expérience, ou est-ce qu'il a fallu retourner sur le terrain? Non, il n'a pas fallu retourner sur le terrain. C'est clairement ces témoignages, et c'est ce que j'ai vu, qui m'a poussé à écrire le livre. Donc je suis parti de ça, c'était le terreau de base. C'était tous ces gens que j'ai rencontrés, toutes ces personnes qui m'ont inspiré, et je me suis dit, ok, il faut leur rendre hommage. J'ai créé un média bénévole, associatif pour le faire au début, et je me suis dit, je veux aller un cran plus loin, et ce livre, c'est vraiment un moyen de dire, ok, il y a des gens qui font un travail formidable pour notre économie, notre progrès social, mettons-les sur le devant de la scène. Vous revenez aussi sur la désindustrialisation et sur les choix économiques qui ont été faits depuis les années 70. Est-ce qu'on peut revenir sur les quelques étapes qui jalonnent ce parcours de quelques décennies et surtout, en quoi est-ce que ces choix ils ont fragilisé le tissu économique des PME? Complètement. Si on remonte après la guerre, on rentre dans les 30 Glorieuses qu'on connaît tous. Et là, on a un modèle avec des grandes politiques industrielles. C'est toute la période Pompidou, De Gaulle, etc. Et donc, ça fonctionne en filière, des grosses structures qui portent, on va dire, l'industrie et qui, derrière, font travailler tout un réseau de PME en sous-traitance. Les ratios économiques sont très bons. Le choc pétrolier arrive dans les années 70. L'énergie devient beaucoup plus chère. Et donc là, on a un premier effet très dur sur les PME qui se voient tout d'un coup pris à la gorge par le coût de l'énergie qui font que leur marge explose. Les grands groupes, eux, commencent déjà à délocaliser, ils ont les moyens de délocaliser, donc ils sont un peu moins touchés. Et donc il y a un deuxième effet qui se coule, c'est comme les grands groupes partent, les PME ont moins de donneurs d'ordre, et donc leurs débouchés clients sont plus compliqués. Donc là, on rentre dans un peu la logique de désindustrialisation par les coûts de l'énergie. Deuxième chose, en termes de politique économique, on est encore dans l'époque des politiques de relance keynésienne, et donc les pouvoirs publics à l'époque font le choix du soutien par la relance. Et donc concrètement, c'est plutôt en faveur de la consommation qu'en faveur de l'offre des entreprises. Sauf qu'à ce moment-là, on voit que cette politique-là a quelques limites parce qu'on est en économie ouverte, et donc
pareil, ça contraint, on va dire, les cotisations sociales des entreprises restent élevées, et donc c'est encore une histoire de marge. Donc on a ce premier effet-là. Ensuite, on a un deuxième effet qui est, on va dire, la financiarisation de l'économie, dont les subprimes en 2008 ont été l'apogée, mais ça a été de dire on va avoir des entreprises avec des actionnaires, des investisseurs, et on va commencer à rentrer dans une logique un peu plus de court terme, avec des retours sur les actions, etc. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes, mais l'idée c'est de dire que ces modèles-là ont favorisé ce qu'on a appelé le fabless, le modèle sans usine qui a été rendu célèbre par le patron d'Alcatel, qui a considéré que pour optimiser les rendements, les marges, etc., c'était intéressant de garder en France et dans les pays globalement européens les compétences, on va dire, à forte valeur ajoutée, et de pouvoir délocaliser dans des pays avec une main-d'œuvre à plus bas coût les compétences plutôt manufacturières, industrielles. Et donc là, on a créé cette logique-là, et je pense qu'aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Alors, vous nous avez bien dit que les PME avaient souffert de la crise énergétique de la fin du XXe siècle. On est encore face à une crise énergétique. Est-ce qu'on a retenu les leçons ou pas du tout? En tout cas, le fait que là, les pouvoirs publics en place aient mis et commencé à mettre des solutions de soutien aux petites entreprises sur ces questions-là font qu'on a retenu les leçons. En tout cas, ça me paraît indispensable. On constate quand même aujourd'hui un début de rééquilibrage en faveur des PME, notamment avec le retour progressif de cette question industrielle dans le débat public. Est-ce que vous pensez que cette tendance, elle va se poursuivre ? Je l'espère sincèrement. Ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe en 2027 aussi, parce que c'est d'abord, il y a tout ce que font les entrepreneurs sur le terrain, mais il y a un moment donné, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, et pour une question aussi importante que réindustrialiser le pays, ça se fera pas sans ligne directrice claire. Et voilà, je ne sais pas si c'est l'occasion de rentrer dans le détail, mais au moins en mettant en place un peu de protection et en ayant une politique vraiment volontariste sur ce sujet. Il y a des choses qui ont été faites, on ne peut pas le dire, mais on est encore très loin de ce qu'il faut réaliser et des investissements auxquels il faut consentir. Vous le dites, on est à l'approche d'une élection présidentielle et beaucoup de candidats sont d'ailleurs déjà en campagne, on peut le voir. Qu'est-ce qu'il en est de la prise en compte des PME ces dernières années et notamment ces derniers mois dans ce début de campagne? On a l'impression que le travail est un peu le grand absent, ou en tout cas un des grands absents de ce début de campagne. Qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là par rapport aux PME? Alors, moi, je ne suis pas là pour juger les programmes des uns et des autres. Ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est déjà, la notion de PME est en effet assez absente des débats. Je me suis amusé, je ne sais pas si amusé est le bon mot, mais en tout cas dans le livre, de regarder et d'analyser aux dernières élections nationales de référence, les législatives de 2024, de voir ce qui était inscrit dans les programmes sur la question de TPE, PME. Quels que soient les partis, ça ne va pas très loin et il faut aller plutôt en fin de programme pour y trouver des références. Aujourd'hui, moi, à travers ce livre, mon appel, encore une fois, c'est la nuance et de la capacité à se dire, OK, on va considérer les patrons pour ce qu'ils sont réellement, et donc revenir là-dessus, avoir de la nuance, et considérer les PME, les valoriser, et avoir des politiques et des projets qui leur sont dédiés, et les soutenir, parce qu'en fait, on a besoin de ce ciment économique et social pour le pays. Eh ben, on va profiter de votre savoir, Thibault. S'il fallait citer quelques mesures, en tout cas les plus essentielles à mettre en place pour bénéficier aux PME, ce seraient lesquelles? Selon moi, et quand je dis selon moi, c'est selon plutôt tous les gens que j'ai vus sur le terrain, parce que c'est eux qui m'inspirent et qui m'ont, encore une fois, apporté à écrire ce livre. J'en citerai 3. La première, je l'ai un peu évoquée, c'est protéger. Aujourd'hui, alors c'est plutôt au niveau de l'Europe, mais on peut aussi avoir des marges de manœuvre en France. Aujourd'hui, les États-Unis ferment leurs frontières, c'est très clair. La Chine le fait depuis des années, protège ses frontières. L'Europe, je pense, devrait protéger un peu son industrie. Il y a des choses qui se font. Là, récemment, l'IA, qui vient justement, l'idée de faire de la préférence à la commande publique en Europe, est une très bonne chose. Il faut continuer à le faire. En France aussi, on doit avoir des mesures de protection, que ce soit pareil sur des logiques d'appel d'offres publics où on peut favoriser en utilisant des arguments comme l'empreinte écologique, etc.,
des consommations pour les entreprises de proximité, ou en les protégeant aussi sur tout autre sujet qui sont les délais de paiement entre les grands groupes et les petites entreprises qui mettent en difficulté la trésorerie des TPE, PME. Donc ça, c'est le premier axe qui serait de protéger. Le deuxième, c'est vraiment financer. Et par financer, j'entends deux choses. La première, c'est flécher l'épargne des Français vers l'économie. C'est le rapport l'État, je crois, de l'Union européenne qui montre à quel point il y a un écart entre les États-Unis et l'Europe sur la capacité d'utiliser l'épargne des Français et des Européens pour financer l'économie. Je pense que là-dessus, il y a un énorme potentiel, et notamment, d'autant plus quand on parle de PME, TPE régionales, on peut imaginer que des fonds régionaux financent des entreprises du territoire, et tout le monde est content, c'est gagnant-gagnant. L'autre sujet sur le côté financé, c'est, on va dire, les aides ou l'imposition qui vient des pouvoirs publics. Je ne vais pas rentrer sur le débat fiscal, c'est pas le sujet, mais il y a une chose qui m'interroge, c'est qu'on considère l'imposition comme un tout unique. Moi, ce que je vois, c'est des dirigeants d'entreprise qui disent il faut alléger la pression fiscale sur l'outil de production, sur l'entreprise. Par contre, sur nos revenus, sur notre patrimoine, c'est une autre question. Et donc, voilà, je pense qu'on pourrait affiner cette question de la fiscalité et de différencier les deux. De la même manière, est-ce qu'on peut aussi regarder la différence d'impôts payés par les petites entreprises et les grandes? Aujourd'hui, toute proportion gardée, les petites entreprises payent 50% de plus d'impôts, parce qu'elles n'ont pas les moyens de jouer les filiales internationales, de faire appel à des fiscalistes, etc. Elles payent leurs impôts comme tout le monde, parce que ça fait partie du jeu. Et puis il y a les aides. Il y a les aides qui sont aux entreprises. Aujourd'hui, le crédit impôt recherche profite par exemple majoritairement aux grandes entreprises, c'est bien, mais est-ce que les TPE, PME n'en ont pas plus besoin? Donc je pense que c'est le deuxième sujet. Et puis troisième sujet, pour finir rapidement, accompagner. Je pense qu'il faut absolument qu'on les accompagne, que ce soit accompagner concrètement au quotidien via du conseil, etc., mais aussi leur simplifier la vie dans les démarches qu'elles peuvent avoir. Et là, c'est la question des normes qu'on a aujourd'hui, et je pense qu'il y a, sans broyer le code du travail, etc., en arriver à des extrémités de ce type. En revanche, je pense qu'il est intéressant de se poser la question de notre stock réglementaire et de voir ce qu'on peut alléger. Il nous reste quelques secondes, Thibaut, pour les traditionnels conseils de lecture. Donc, il m'en faut 3 pour prolonger la réflexion sur le sujet. 3 conseils de lecture. Alors, le premier, je vais parler de Francis Brochet, « Quand le parisionisme écrase la France ». On n'est pas en lien avec les PME, mais on est en lien avec les territoires. Un éclairage formidable sur, justement, on en parlait un peu en début d'émission, l'écart entre Paris et les territoires. Le deuxième, c'est Thomas Porcher, c'est une BD, c'est l'économie des 99%, pour essayer d'ouvrir ses chakras sur les théories économiques. On l'a reçu sur le plateau, Thomas Porcher, pour parler de l'économie pour les 99%. Bon, ben voilà. Super conseil. Et le dernier, on va reparler territoire. Je vais parler du miroir, enfin le miroir de Luc Bronner, ancien journaliste du Monde, qui fait un travail d'enquête formidable sur nos banlieues, qui est un sujet qu'on doit pousser, et pas que sous l'angle sociétal, mais aussi sous l'angle économique. Merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu positivement à mon invitation. PME et si elle nous sauvait, c'est disponible aux éditions de l'Aube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.